Vas-y, souffle. Tant que t'entends pas crépiter, c'est que le bout de bois, il a pas pris. Hein. C'est là qu'on a compris que l'aventure allait être au rendez-vous. Voilà, c'est pas mal. Vas-y, souffle. Bonjour. Le saviez-vous, en Bourgogne-Franche-Comté, on aime construire. La région possède le plus grand nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là que je vous emmène, c'est en Bourgogne, à la découverte de ces sites aussi méconnus qu'insolites, avec au programme le survol de châteaux en hélico, la découverte d'un village de hobbits et la construction d'une cabane avec un pro de la survie. Allez, tout ça c'est ici, c'est maintenant. C'est là, juste là. Notre exploration de l'architecture en Bourgogne allait démarrer dans les airs. Direction la vallée de l'Ouche, au sud-ouest de Dijon. Pour avoir un point de vue unique sur le patrimoine de la région, rien de tel qu'un vol en hélicoptère. C'est ainsi que Séverine Vaudely, architecte des bâtiments de France, prenait place dans le Robinson R44 de Xavier Delatte, un pilote chevronné. Pour Séverine, arrivée dans la région il y a quelques mois à peine, ce vol allait être son baptême, mais surtout une occasion unique d'observer sous une autre perspective un patrimoine d'exception. Ce que je propose là, c'est de faire un circuit en partant d'Arrois par la vallée de l'Ouche. Ici, on a le château de Lantenay, là, sur notre droite. Là. C'est vrai que la Côte d'Or, de manière générale, est très riche en monuments historiques et avec un grand nombre de châteaux qui sont effectivement tous plus splendides les uns que les autres. Alors là, on entre dans le début de la vallée de l'Ouche, donc on voit le canal et l'Ouche. Les deux se juxtaposent. Séverine et Xavier approchent de Châteauneuf-en-Ossois, où se dresse fièrement un château médiéval particulièrement bien conservé. L'un des tout premiers ayant fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. C'est impressionnant de le voir de cette manière-là parce que finalement on comprend bien ce lieu stratégique et pourquoi est-ce qu'ils ont construit aussi un château médiéval. Quand le château a été construit au XIIe siècle, il l'avait aussi choisi par rapport à ce rôle défensif. On voit justement le château sur son promontoire rocheux avec sur la gauche la partie la plus ancienne qui correspond en fait au donjon qui a été construit au XIIe siècle. On remarque aussi que c'est un site qui a beaucoup évolué. Comme je vous l'ai dit initialement, on est sur un donjon du XIIe siècle qui en fait a été complété au XIIIe siècle par la construction de tours qu'on aperçoit encore aujourd'hui. Ces éléments sont assez intéressants quand on les observe parce que finalement ça permet de comprendre la logique d'évolution des sites castraux et notamment la relation qu'on pouvait avoir entre ce site et le village. Et là, on se dirige vers le village de Commarin. D'accord. Où Là, on aperçoit maintenant le château de Commarin. Pareil, un château qui est détenu depuis 900 ans par la même famille. Chaque propriétaire, au moment où il intervient selon le style de son époque. Et typiquement, le château de Commarin en est un très bel exemple parce qu'il faut s'imaginer que ce château, jusqu'au XVIe siècle, ressemblait à celui de Châteauneuf qu'on vient de voir précédemment, où on avait un système vraiment de château avec des tours, avec un mur de fortification. Et c'est seulement à partir du XVIIe siècle que les propriétaires l'ont remis au goût du jour et du style de l'époque avec une composition architecturale classique, très régulière, très ordonnancée. Tout le système de douves a également largement évolué, où au XIXe siècle, en fait, on a élargi ces douves et on a créé un effet de miroir d'eau qui rend finalement la perspective actuelle du château de Commarin splendide, avec la réflexion qu'on peut avoir du château dans ce miroir d'eau. Le bâti ancien est une vraie richesse dans la région.
Et quand il est rénové avec audace, il se transforme en art. Pour nous en rendre compte, nous sommes allés à Nuits-Saint-Georges. Au sein de ce vignoble mythique se trouve la cuverie, tout juste rénovée, du domaine Févelay. C'est sans nul doute l'une des plus belles de Bourgogne. Une rénovation ambitieuse au cours de laquelle se sont rencontrées la créativité de l'architecte chalonnais Gilles Gauvin et les désirs d'ouverture sur le vignoble de la famille Févelay. Visite guidée en compagnie d'Erwan, propriétaire du domaine, et de la jeune architecte Bérangère Jolivet. C'est vraiment ce que j'adore maintenant avec ce bâtiment, c'est cette ouverture, cette vue, la respiration que ça donne. Visuellement, on a créé une ouverture et oui, aussi architecturalement, on a aéré un petit peu ce bâtiment. En fait, on s'est retrouvé avec une cour qui était un peu vide, alors certes qui était ouverte sur le paysage, mais un peu vide, et il fallait lui donner un caractère un petit peu. Il fallait trouver comment l'habiller. Et donc on est parti sur une coursive, et je trouve que le résultat est vraiment très, très réussi. Cette coursive, fraîchement créée, donne à l'ensemble un air de cloître cistercien. Un clin d'œil assumé à l'histoire religieuse et architecturale de la région. Si les extérieurs du bâtiment sont étonnants, l'intérieur de la cuverie l'est tout autant. Ici, un soin tout particulier a été porté sur le travail des volumes et de la lumière. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve la vue sur les vignes depuis ici. J'aime bien être ici. Et on retrouve cette vue à travers une porte assez magistrale. Alors certains disent que ça fait une cathédrale. En fait, l'idée au départ, c'était plus d'en faire une gare. On s'est inspiré un peu de la gare du Nord. Bon, et c'est vrai que ça ressemble autant à une cathédrale finalement qu'à la gare du Nord. C'est ça qui est rigolo, c'est de voir qu'est-ce qui passe par les gens, qu'est-ce que ça leur communique, leur donne comme sensation. Les pierres blanches de Comblanchien et les poutres métalliques en référence à Eiffel confèrent à la cuverie d'Erwan un aspect industriel grandiose et surprenant. L'endroit sert de lieu de réception, mais aussi bien sûr à vinifier du pinot noir, exclusivement. Donc ça, c'était un peu le clou de cette rénovation. Quand on y pense, c'est un peu triste parce que finalement, c'est la plus belle pièce du bâtiment qu'on utilise finalement que 3 semaines par an. C'est ça. Et alors moi, ce que j'aime particulièrement quand on est dans cet endroit, c'est que on retrouve à travers la grande baie vitrée le paysage qu'on voyait tout à l'heure, mais le fait qu'il soit encadré dans cette baie lui donne une autre dimension. On a l'impression de voir un peu une carte postale de la Bourgogne. C'est ça, avec une photographie. Avec tout le temps de l'activité. Et d'ailleurs, on l'a pas fait exprès pour la journée, mais finalement, on a 2 de nos vignerons qui sont en train de tailler la vigne juste en face de nous. C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, aujourd'hui, grâce à cette ouverture, on fait le lien entre le vinicole et le viticole. Exactement. Qu'on n'avait pas avant. Et c'était tout le but de cette rénovation. Prochaine étape, Saint-Gervais-sur-Couche. En retrait du village, situé sur un domaine entouré de bocages et de bois, se trouve une construction étonnante, le nid aux étoiles. Un gîte tout confort, perché sur pilotis. À l'origine du projet, il y a Joël Notaris, un ingénieur touche-à-tout, longtemps spécialisé dans l'ébénisterie haut de gamme et l'architecture d'intérieur. Dans son atelier, il propose des cours de sculpture, peinture, travail du bois ou du métal. Bref, c'est ce qu'on appelle un passionné. Je me suis mis à mon compte en tant qu'ébéniste pendant 15 ans. J'avais plus trop de temps pour la création, et puis pas trop de temps non plus pour
pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire rencontrer les gens. Donc, en fait, j'ai trouvé le bon micmac, c'est de faire de la formation, d'apprendre ce que je sais faire et puis de recevoir des gens pour les aider à mener à bien leur projet artistique ou artisanal. Les stagiaires que Joël accueille peuvent dormir sur place en campant dans le vaste parc de la propriété. Mais depuis peu, ils peuvent également profiter du Nid aux étoiles, une structure d'hébergement insolite sur pilotis, pensée et conçue par le maître des lieux. J'ai retrouvé une verrière d'une orangerie d'occasion et puis je l'ai tout adapté pour l'intégrer dans le concept. On est à la fois ce côté un peu ancien, sympa, mais réadapté dans l'ensemble du projet. Grâce à sa toiture en verre et à sa situation géographique loin de toute pollution lumineuse, le gîte de Joël est l'endroit idéal pour passer une nuit romantique sous les étoiles. C'est aussi un lieu privilégié pour les astronomes amateurs. À l'instar de Grégory, venu tout droit d'Alsace ce jour-là afin d'observer les astres. Ça va? Ouais, très bien, ouais, je suis installé là. C'est bon. Ouais. Ouais, Le matériel, dis donc. Wow. Ouais, c'est du sacré matos, non? Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Carrément des planètes, des étoiles, des constellations. Non, alors ça c'est une lunette plutôt pour les nébuleuses, c'est-à-dire les pouponnières d'étoiles, là où les étoiles naissent. Et là je suis en train je vais shooter ce soir la nébuleuse de l'âme. Et j'ai déjà fait plusieurs heures de pause et là je vais continuer ce soir pour avoir une dizaine d'heures de pause à peu près. 10 heures de pause? Ouais. Ben plus on pose longtemps sur un objet, plus on aura de détails. 10 heures le soir pour avoir une image, il faut déjà être accroché. Ah ouais, c'est de la patience, mais c'est voilà. c'est un peu comme monter un truc comme ça, quoi. Faut être patient. Ça prend du temps. Ouais. C'est plein d'énergie, mais au final, ça fait un truc chouette, quoi. En tout cas, le lieu est bien pour faire ça, quoi. Ça se prête bien. Ben, en fait, il y a très peu de pollution lumineuse dans le coin, en fait. J'ai regardé, il y a une carte qui s'appelle AVEX, qui indique où est-ce qu'il y a moins de pollution lumineuse. C'est en général comme ça que je choisis mes gîtes. Et il est vraiment pas mal ici. Mais même sans lunettes, t'as des ciels étoilés hallucinants ici. Hein. La verrière, là, c'est génial. Parce que moi, j'ai jamais le temps vraiment de regarder le ciel quand je shoot, quand je fais des photos. Ouais. Enfin, je suis concentré T'es sur la concentré technique. sur ton matos. Ouais. Mais après, une fois que c'est lancé, les pauses, une fois que c'est cadré, lancé, je vais monter, là, je vais m'allonger, je vais éteindre les lumières. Et puis, je vais regarder le ciel étoilé à travers ta verrière. Voilà, c'est ça. La soirée s'annonçait longue pour Grégory, l'astronome amateur. Mais sans nul doute, elle allait être confortable grâce au nid insolite construit par Joël. Vous savez ce qu'on dit? La nuit porte conseil. Et des conseils en matière d'habitat, nous allions en avoir. Direction le Morvan, à quelques kilomètres de Saulieu. Nous avions rendez-vous en forêt avec Éric Alexandre. Ce guide de haute montagne allait nous dévoiler les secrets pour construire un abri. Une expérience insolite où les bases architecturales doivent être respectées quelles que soient les conditions météo. Allez Yannick, Victor, on y va. Ah bah tiens, on va récupérer ça aussi. Ok, on va s'installer là. Les ronces, on va les piétiner. Parce qu'on va dormir là, tu vois, là on a une fourche. On a une fourche ici là, qui est pas mal. Et puis on a une autre fourche ici, à bout de bois. On va pouvoir faire la poutre maîtresse ici. Donc je sais pas, par exemple toi Victor, tu peux tailler les chevrons qu'on va poser. Et puis j'ai repéré là en venant, il y a deux sapins. Il y a un sapin là, puis il y en a un qui est juste à derrière. On va récupérer des branches de sapin pour isoler du sol. Celui-là, tu vois, on va l'abattre, on va le débiter en morceaux parce qu'on va les mettre dans ce sens-là, tu vois. Donc on va les débiter en morceaux d'1 mètre. Et puis, ça fera le tapis de sol. Un matelas bien moelleux. Matelas bien moelleux, donc un maximum de branches, d'accord? Ok. On y va comme ça? C'est parti. Allez.
un abri, tu l'adaptes toujours par rapport au terrain. C'est pas la peine de construire quelque chose d'énorme si tu as déjà des points d'appui naturels. Donc un point d'appui naturel, ça peut être un tas de bois qui est déjà empilé, ça peut être un creux dans la falaise sur lequel tu vas t'appuyer. Donc là, tu économises du temps, de l'énergie. Après, c'est comme une structure de maison, c'est-à-dire que tu as toujours des poteaux porteurs et puis tu as toujours une panne au-dessus sur laquelle vont s'appuyer des chevrons. Et puis ensuite, la couverture. La couverture étanche au sommet, tu l'as fait avec ce que tu trouves sur le terrain. De toute façon, c'est toujours très compliqué quand il pleut, parce que c'est pour ça qu'il faut privilégier des endroits déjà naturellement abrités, de toute façon que tu n'aies pas un énorme barnum à construire, quoi. Voilà, c'est le point principal. Tu as trouvé des branches, Yannick? Ah super, tu vois. Celui-là il est beau. Tu vois, il est beau. On va le mettre bien là, on couvre bien comme ça, et puis on rentre dedans, pour pas que ça s'en aille avec un coup de vent. D'accord? Voilà. On va bien y faire pénétrer dedans pour que ça ne s'envole pas. Ok? Ça pareil. Alors il nous en faut encore 3 fois comme ça. 3 fois? Ok. L'histoire c'est que tu vas à l'intérieur, vas-y prends-toi à l'intérieur, puis regarde où il y a des gouttes d'eau. Tu vois mieux que là, parce que là tu vois un brouhaha, mais tu vois, regarde, tous les endroits où il y a des gouttes d'eau, il faut tout combler avec des branches. Donc Yannick, pour combler avec les branches, en fait, l'histoire c'est de, viens voir, regarde, c'est de l'émailler horizontal et vertical. Là pour l'instant elles sont verticales, on va essayer de l'émailler en les tressant. D'accord. D'accord? Un peu comme les feuilles de palmier, de bambou, tu vois, donc on va les tresser, comme une chaise en tressée, tu vois, ouais. Pareil, en rotin, pareil. Et puis, il nous faudra encore des branches de sapin pour isoler le sol, parce que le principe, c'est branches de sapin, rondins, matelas, et branches de sapin. Mais branches de sapin, pas, tu vois, il faut de la petite branche comme ça, parce que sinon, tu as les vertèbres qui dérouillent, quoi. D'accord? Ok. Donc, Plus d'1 heure de travail allait être nécessaire à Eric et à son groupe pour construire un abri digne de ce nom. Étant donné la météo, l'effort était mis sur l'isolation de la construction. Mais pour passer une nuit au sec et au chaud, il restait encore à faire du feu. Un défi de taille à relever une fois la nuit tombée. En attendant, direction Beaune et ses environs. 2 autres aventuriers s'étaient donné rendez-vous dans une forêt. Romain et Thibaut sont des passionnés d'urbex, l'exploration urbaine. Une activité très en vogue qui consiste à visiter des lieux abandonnés comme des usines, des maisons ou des hôtels. Dans leur viseur ce jour-là, un ancien parc-musée dont nous tairons volontairement le nom et l'emplacement. Il va falloir qu'on longe, comme tu peux voir, il y a un léger grillage. Il va falloir trouver un trou pour pouvoir passer comme on peut. Là, bon, on devrait y arriver. Allez, on y va. Tiens, regarde là. Regarde, là, celle-ci, c'est pas parfait. C'est même nickel, j'ai envie de te dire. Yes. On va passer ici. On va passer par là. Ouais. Tiens, bah, file ton matos. Tu vas passer en premier. Tu fais bien attention. Fais gaffe, tu t'accroches bien à l'arbre. Hein. Dessus. Comme tu le sens, ouais, comme ça au pire. Wow. Bah là, le bonhomme. Là, toi, on peut voir que je pense que lui, il a dû cramer. A dû brûler, je pense, avec le temps. Du coup, ouais, on va aller par là-bas. Donc, tu vas me suivre. On va essayer de faire le tour du bâtiment. Attends. Elle est entrouverte. Ah, elle est entrouverte, ça devrait être bon. On n'aura pas de temps à passage. Ce que j'espère. Hop. Allez. Waouh. C'est chouette, hein? Ouais. Oh, regarde. Un cadavre. Fais attention, on sait jamais s'il y a une alarme ou quoi, un détecteur de mouvement. Ça peut se passer, tu sais. C'est vrai que l'urbex, c'est interdit, quoi. Mais bon, après, nous, on sait ce qu'on fait, on sait les risques encourus, vraiment. Si on a de quoi prouver qu'on n'a rien dégradé dans le lieu, ça passe souvent. Putain, c'est chouette. Hein. La première règle, déjà, c'est on ne vole rien dans le lieu.
Important, on ne divulgue pas l'adresse aussi. Et on ne tag pas, on dégrade rien dans le lieu. C'est vraiment on visite, on prend en vidéo, en photo, comme on veut. Mais vraiment, on ne casse rien, on ne dégrade rien. Je sais pas ce qu'il devait avoir ici. Déjà, il y a 2 ans, c'était déjà en tas un peu comme ça. Bon, là, je pense qu'avant, il devait avoir sûrement une représentation un peu. Mais bon. Pareil pour là, tu vois. Franchement, non, c'est resté clean, hein, le truc. Tu vois, il n'y a que ça, je pense, qui a été détérioré avec le temps, je pense, enlevé. Ou même retiré, je dirais. Ouais, retiré, parce que c'est du plâtre, donc ça... Alors pas comme ça, quand même. Ce qui est bien, c'est que le lieu est tellement respecté ici que les gens vont pas forcer les portes. Waouh. Oh putain. Waouh. C'est immense. C'est la première fois que je vois ça dans un lieu. Nous, les urbexeurs, les vrais urbexeurs, hein, on n'est pas là pour dégrader les lieux, au contraire. On est là pour l'histoire des lieux, on est là vraiment pour découvrir un lieu. Par exemple, là, comme le lieu où on est aujourd'hui, moi j'y étais venu quand j'avais 3 ans, donc voilà, de le revoir un peu à l'abandon comme ça, je me dis, purée, ça fait bizarre. C'est un lieu, voilà, qui me rappelle un peu de la nostalgie, comme on dit. Vraiment, voilà, beaucoup de personnes font de l'urbex aussi pour revoir les lieux qu'ils voyaient quand ils étaient plus jeunes et qui maintenant sont à l'abandon. Si on m'avait dit que j'allais voir un lieu comme ça aujourd'hui, j'allais pas y croire. Nous laissons Thibaut et Romain poursuivre leur exploration de ce bâtiment du passé peu commun. Nous retournons dans le Morvan, où la pluie tombe toujours. Pour nos spécialistes de la survie, faire du feu est plus que jamais indispensable. Alors moi je pars jamais sans petits morceaux de bois, qui sont secs, voilà, de telle façon qu'on puisse faire un petit plancher quand même. Et puis on va démarrer le feu maintenant avec un matériel un petit peu spécial, c'est de la laine de fer, tu vois. Alors ça c'est super, regarde, part tout de suite, regarde. Tu frottes un tout petit coup là, comme ça, tu vois, et ça va te faire partir le feu. Tu frottes juste la pile là-dessus? Juste la pile, tu vois, sur la ferraille, ça fait... tu vois, regarde. Ça crépite, c'est pas mal du tout l'affaire. Le fait d'être en pleine nature, ça ressource. Il y a vraiment que là, je pense, où on peut se ressourcer. Allez, ça c'est bon. Mais cette survie dure à peu près 36 heures. 36 heures en pleine forêt, ça demande un réel effort. On arrive à discerner si tout le monde participe à l'effort commun. Le confort, il viendra que si tout le monde y participe. Donc voilà ce que ça réveille. Ça réveille le fait de ne pas être dans la foule de tous les jours, et puis de vivre quelque chose d'un petit peu insolite, sans pour ça que ce soit très loin de la nature, ou très très loin des villages, ou très loin de... Voilà, l'idée c'est de se ressourcer, puis de faire une immersion en pleine nature. Et ça, c'est mieux que tout. C'est mieux que tout parce qu'on vit avec des choses simples. Savoir fabriquer un abri et allumer un feu, cela peut s'avérer très utile. Mais pour cette nuit, le groupe a une autre idée en tête. Dans cette forêt au bord du lac de Chambou, Yannick a créé un véritable village fantastique unique en France. Des maisons de hobbits, tout droit sorties de l'imaginaire de Tolkien. Des gîtes extraordinaires où il fait bon se reposer et se réchauffer. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Dis donc. Alors voilà la maison des Svots. Ah ouais! Extraordinaire! Elle est faite en bois cordé, tu vois, sur les murs, c'est du bois. Le bois cordé. Empilé avec de la chaux. D'accord. Et là, tes morceaux de bois, ils font combien de profond? Celle qu'on est en train de construire, ils font 50. D'accord. Et celle-ci, c'était la première, hein, donc c'est 33. Donc c'est des petites bûches. Et je vois que tu as pris plusieurs essences d'arbres. Ouais, la plupart, c'est du hêtre, Ouais. du chêne. Ouais, hêtre, chêne, charme. Et là, c'est un charme, celui-là? Ça, c'est un tuya. Un tuya. Un tuya, un gros tuya, ouais. D'accord. Alors, t'as quoi dans ta maison? T'as salon, t'as... Petite salle à manger, là. D'accord. Et puis le coin chambre avec la baignoire. La Juste baignoire, derrière. c'est une ballonge de viticulteur. Les plantes, tu les as vues comment? C'était venu... Bah, en fait, il n'y a pas de plan de maison comme celle-ci. C'est au fur et à mesure qu'on montait. Tiens, si on faisait ça, si on faisait ça.
Puis avec les artisans aussi qui ont travaillé avec nous, et eux ils ont eu plein d'idées pour faire, tiens si on sortait des bouts de bois plus longs, comme ça, et hop ça fait une étagère. On aurait pu faire aussi des bancs, on aurait pu faire une table. Bah, c'est vraiment, le bois c'est génial. Comment ça t'est venu l'idée de faire ça ici dans le Morvan? On voulait créer un lieu à nous pour pouvoir créer des choses, donc des spectacles aussi, enfin surtout inviter des gens, les accueillir. Un lieu vraiment à part, différent, et puis tout ce qui est fantastique, bah, c'est bien, ça excite un peu le rêve, un peu l'imagination, et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Et surtout dans le Morvan, bah, peut-être, je sais pas, en Val de Saône ou ailleurs, où c'est plat, ou en Bresse, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas les cailloux, il n'y a pas les montagnes, il n'y a pas cet aspect légende. Non mais tu rentres en plein dans le paysage là. Vivre dans l'habitat d'un semi-homme ou dans celui d'un magicien, tout est possible au domaine de la pierre ronde. L'imaginaire et le fantastique n'attendent plus que vous. Encore une belle balade en Bourgogne. Allez, je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Un grand merci encore pour votre fidélité. Je vous embrasse.